Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous du mercredi soir. Ma télé à moi reçoit aujourd'hui quelqu'un que vous connaissez certainement, ne serait-ce que par la voix. Alors vous savez ce qu'on va faire? Je vais demander à la réalisatrice de ne pas le montrer tout de suite. Et on va lui demander à lui de nous dire quelques mots, histoire de reconnaître justement cette voix. L'environnement, c'est l'affaire de tous. En environnement, il n'y a pas de frontières. Voilà, donc vous l'avez compris, il s'agit bel et bien de Hamid Belkacem, qui est venu aujourd'hui, non pas en tant que journaliste à la chaîne 3, à la radio chaîne 3, mais pour nous parler de l'environnement. Hamid, bonsoir, Bonsoir. et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est l'affaire de tous, l'environnement, dont tu en souscris, y compris aux émissions télé. Voilà, j'espère te permettre d'avoir une vitrine aujourd'hui pour parler de l'environnement, mais d'une autre manière, hein, à travers ton programme que tu as choisi. Mais avant cela, j'ai juste envie de te dire, on te prête souvent, depuis quelques années déjà, le nom de Monsieur Environnement. Ça fait quoi de porter un tel titre? C'est très lourd. Je dirais que ça fait le week-end passé, on a fêté, commémoré la mort de l'Arbi Ben Mehdi, une idole, une icône, qui avait dit mettez la révolution dans la rue, elle sera portée par des millions d'Algériens. Je dirais la même chose. Mettez l'environnement à la portée de tous, il sera porté par des millions d'Algériens. C'est très bien dit. Franchement, c'est très bien dit. Alors, le mot environnement est un mot qui est galvaudé. Alors, on ne sait plus, quand on parle d'environnement, on parle de quoi réellement? Pour Hamid Belkacem, le mot environnement signifie quoi réellement? En fait, c'est un ensemble de choses et l'environnement est toujours on se doit toujours de l'associer au développement durable. Depuis 1972, on le sait, le développement durable, c'est le développement socio-économique du moment. Il faut avoir un modèle de développement, mais sans oublier pour autant le droit des générations futures. Et donc, quand on parle d'environnement, on l'associe toujours au développement durable. Il ne faudrait pas qu'on ne se soucie pas des générations qui arrivent. Très bien. Tout à l'heure, tu m'avais dit quelque chose, on discutait comme ça avant l'émission, où je t'avais dit, qu'on te surnommait Monsieur Environnement, tu m'avais répondu, j'aurais souhaité que tous les Algériens soient Monsieur Environnement. Parce que réellement, c'est l'affaire de tous. Comme on dit chez nous, il ne s'agit pas d'avoir une stratégie, une politique. Il faut qu'il y ait des relais médiatiques dans le mouvement associatif, mais aussi dans les quartiers, dans les centres de recherche. Ouais. Parce que seul, on ne peut pas. Et donc, il n'y a pas de décideur, il n'y a pas de monsieur environnement. Il y a un environnement, un développement durable auquel il faut adhérer. Très bien. Alors, on ne va pas tarder pour attaquer ton programme, puisqu'il est assez riche quand même. Et ton premier choix s'est porté sur la chanson de Hadj Mohamed Lanqa. Tu avais choisi quoi? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est une chanson qui a été choisie. J'ai accepté parce que c'est toi. Hein. Alors, merci.
Alors, je le disais, c'est une chanson qui a déjà été choisie dans l'émission et le principe justement de l'émission, c'est de ne pas rediffuser les programmes déjà pris, du moins pas dans l'immédiat. Mais j'ai tout de suite compris que c'était vraiment un choix du cœur, Hamid. C'est pour ça que j'ai fait exception. C'est vraiment ça. Hein. C'est le choix du cœur, tout simplement parce que, à l'aune de ce qui se passe à travers le monde, on a souvent tendance à oublier toute l'importance d'être libre aujourd'hui et de comprendre aussi que la liberté, c'est un concept large, mais en matière d'environnement et de développement durable, le colonialisme, c'est la négation de l'environnement et du développement durable. On le voit, exploiter les richesses sans retenue et surtout pour ce qui concerne le Grand Sud algérien qui a été fortement irradié lors de la période coloniale. Donc aujourd'hui, être libre veut dire beaucoup de choses pour moi. Alors, dès qu'on te parle de quoi que ce soit, tu ramènes tout à l'environnement. Et c'est excellent parce que j'ai vraiment envie que tu nous dises comment a atterri Hamid Belkacem dans l'environnement. C'est tes études, c'est un choix par défaut, c'est ce que tu as toujours souhaité faire? C'est une question très difficile. C'est en sorte mes études, mais c'était un choix. Quand j'ai un bac sciences, donc tout à fait naturellement, je me suis dirigé vers l'Université des sciences et de la technologie Ouali Boumediene pour faire transformation de la nature. Donc, et c'est là, en fait, où il y a eu une symbiose de tous les intrants liés à l'environnement, où ce qui était une préoccupation est devenu une passion. Et c'était, j'allais dire, le train de l'environnement. Mais ça a toujours été, vous savez, quand on vient tous d'un monde rural. Je connais très peu d'Algériens dont l'arrière-grand-père est né à Hidra ou à la Grande Poste d'Alger. Hein. Et j'ai toujours eu, mon père a toujours eu la main verte. Et même à Alger, on avait un petit lopin de terre où il faisait pousser beaucoup de choses. Donc, il m'a transmis un petit peu sa main verte. Et donc, les prémices de l'environnement, je les ai eues très tôt à la maison. À part l'environnement, tout petit, tu rêvais de faire autre chose? Honnêtement? Oui. Marin. Ah. Marin, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Hein. Oui, c'est les sciences de la mer, l'environnement en fait partie. Tu n'as jamais regretté ce choix? Il t'arrive pas des fois d'avoir le sentiment de prêcher comme ça dans le désert? Non, jamais. Non, du tout. Du tout, parce que je sais que le temps donnera raison à ceux qui prêchent la bonne parole. L'environnement est on le voit aujourd'hui, hein, tout ce qui se passe à travers le monde, toutes ces négociations ont trait à l'environnement et au développement durable. Seulement, il y a une précision de taille. Il ne faut pas être naïf. Quand on parle d'un processus de négociation, il y a toujours des questions éminemment économiques, pour ne pas dire politiquement stratégiques, qui se cachent derrière des enjeux environnementaux. Très bien. Alors, ton deuxième choix, il faut dire que je m'y attendais, hein, parce que franchement, si tu n'avais pas pris l'Ard ou le Fellah, je pense que personne d'autre n'aurait pris cette émission, et pourtant, c'est une émission qui nous a tous marqués. Alors, on va juste voir un extrait de l'Ard ou le Fellah avec le regretté Ahmed Wahid. حلقتنا الثانية حول الزراعة بولاية ورقلة ندعوكم اليوم للتعرف على المصادر المائية واستغلالها والنتائج المحصلة عليها حتى الآن في ميدان الري وآفاق المستقبل. فمن المعروف والمؤكد حاليا أن المناطق الجنوبية وخاصة ولايات الأغواط وورقلة وبسكرة تتمتع بمصادر مائية هامة من المنابع القريبة من سطح التربة إلى منبع الألبيان الذي سيلعب في المستقبل دورا هاما في مجال تنمية الزراعة وتوسيعها وتكثيفها في المستقبل.
ومن أجل استخراج المياه بالجنوب توجد حاليا 4 شركات جهوية كبرى مختصة في الحفر والتنقيب عن المياه وفي إنجاز مشاريع صرف المياه وتجهيزات الري بالجنوب، وهي موجودة في كل من أضرار والأغواط وورقلة وتمر راسب. هذا علاوة على Voilà. D'abord, ça fait vraiment du bien hein, d'entendre la voix d'Ahmed Ouahid parce qu'elle nous a bercé quand on était jeunes. Et puis, c'est une émission, je pense, qui compte pour des gens comme toi. Il était précurseur, il était en avance sur son temps. Oui. Il serait peut-être assez intéressant de revenir sur, revisiter Ahmed Ouahid, mais rediffuser ses émissions, parce qu'on le voit, on parle de forage. C'est d'actualité, justement. C'est d'actualité. Tout à fait. Il parlait de l'exploitation de la nappe albienne il y a de cela 40 ans. Et ce n'est que ces dernières années qu'on a réalisé le projet du siècle, le transfert de l'eau de Insalah vers Tamanrasset. Ouais. C'est juste pour dire, c'est important. Moi, ça m'a marqué. Ahmed Ouahid, feu Ahmed Ouahid, était un grand monsieur. Justement, je pense que l'émission doit son succès à Ahmed Ouahid. On sentait chez lui que c'était quelqu'un de convaincu, d'engagé. Et puis l'environnement, c'est une cause. Donc s'il n'y a pas cet engagement... Il a fait de l'environnement sa passion. Il a fait de l'agriculture sa passion parce qu'il était dedans. Il avait compris très tôt. Malheureusement, il n'a pas été, il faut le dire, hein, suivi pour faire de l'Algérie un bon pays agricole, un grand pays agricole. Les potentialités étaient là, tous les ingrédients étaient là. On n'a pas su l'accompagner, accompagner son message pour réussir le boom économique et ce qu'on appelait à l'époque la révolution agraire. Très bien. Alors, moi, j'ai des images à te proposer de quelqu'un qui, j'en suis sûr, y est aussi pour quelque chose, hein, par rapport au chemin que tu as choisi de suivre, justement. On regarde ces images et on revient juste après. Désireux de faire la connaissance de l'un d'eux, Cousteau joue quelques instants avec lui. Ah, tu le vois, tu ne le vois plus. Mais l'animal réalise très vite que les objets remuants sont parfaitement comestibles. Cale du trou profond. Là, avec de l'eau motte et sumiant, il se prépare à une plongée d'exploration au fond de la cheminée mystérieuse. L'émetteur d'un écho-sondeur destiné à mesurer les profondeurs est descendu à travers le puits rectangulaire de la plateforme de plongée. Qui ne se souvient pas des documentaires du commandant Cousteau? Alors, le commandant Cousteau pour Hamid Belkacem? C'est un grand monsieur, je ne sais pas si je suis plus branché environnement ou mer, mais c'est les deux, parce qu'il y a la dimension marine de l'environnement, mais bon, c'est une deuxième, vous le savez, je suis plongeur, je m'occupe d'une association de plongée sous-marine à Tamentfoust, le côté est de la baie d'Alger, et nous tous, je vais dire moi, ma génération, Cousteau, c'était un grand monsieur, un pionnier, grâce à qui nous avons compris toute la dimension marine. On ne le savait pas à l'époque, mais aujourd'hui on parle d'économie bleue, tout ce qui a trait à la mer. Tout à fait. Et on se retourne, vers la mer pour un pays comme l'Algérie, pour faire le dessalement d'eau de mer, qui est une autre source. Donc, Ahmed Ouahid parlait tout à l'heure des ressources en eau au niveau du sud algérien, et Commando Cousteau, la dimension marine, l'économie bleue, que du bonheur. Tout se rejoint. Tout se rejoint. Ben, c'est ça, justement, l'environnement. Voilà. Alors, toi, par contre, tu as choisi de faire de la radio. Alors, ça se passe comment et quel impact a, justement, la parole de Hamid Belkacem grâce à ce média? Enfin, pas que Hamid Belkacem, à la radio, heureusement, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'environnement. Vous savez, l'environnement, c'est tout. Quand on parle d'économie, c'est de l'environnement. Quand on parle de ressources en eau, c'est de l'environnement. Quand on parle d'énergie, c'est de l'environnement. On essaye d'accompagner les auditeurs en expliquant quelle est surtout l'interaction de tout ce qui a trait à l'environnement.
On essaye parfois aussi, dans la mesure du possible, lorsqu'il y a des conjonctures politiques adéquates, d'accompagner les décideurs. Quand on parle d'environnement, on parle, j'allais dire fatalement, forcément, dans un pays qui connaît un stress hydrique, d'eau. L'eau, c'est l'énergie. L'Algérie, vous savez, en 5 ans, l'Algérie a investi 18 milliards de dollars pour les ressources en eau, pour mettre en place une stratégie pour avoir de l'eau H24 un petit peu partout. C'est un très grand défi, c'est un gros budget, sauf que il faut faire attention à ce que l'on fait. Quand on parle de l'eau, le dessalement, il faut gérer ce qui va avec, c'est-à-dire l'énergie. Il faut énormément d'énergie pour avoir de l'eau H24, une eau précieuse qu'il ne s'agit pas de gaspiller. Parce que quand on gaspille de l'eau, on gaspille cette ressource, mais il faut que chacun de nous sache qu'on est en train derrière de gaspiller de l'énergie, parce que le dessalement d'eau de mer est énergivore. Pour avoir de l'eau, c'est de l'énergie électrique, il faut du gaz derrière, et on doit laisser un petit peu de gaz à nos enfants. Il faut penser à eux. Alors, en plus de l'eau, quels sont les nouveaux défis? Bon, on a vu que pratiquement les mêmes défis reviennent, mais quels sont les nouveaux défis auxquels est confrontée l'Algérie en matière environnementale aujourd'hui? C'est les changements climatiques. Mais là-dedans aussi, il faut faire très attention, parce que dans le cancer des nations, il faut être présent en force, il faut être formé. Aujourd'hui, il y a la diplomatie environnementale. Vous savez, on parle beaucoup de changement climatique, de gaz à effet de serre, de taxes carbone. Un exemple très simple. L'Algérie fournit à un certain nombre de pays, notamment européens, des hydrocarbures, que ce soit du pétrole ou du gaz. Dans ces joutes internationales, on essaie de taxer les pays producteurs d'hydrocarbures. Parce que la production se fait sur notre sol, d'accord? Mais une bonne partie de la production va aller alimenter les autres pays. Donc et c'est un jeu parfois très malsain. On essaie de nous taxer, on essaie de se défendre. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la production, l'Europe en face risque de s'arrêter. On continue, donc il s'agit toujours de négocier. On ne peut pas non plus arrêter d'exporter du pétrole et du gaz pour ne pas avoir à payer de taxes, parce que le pétrole et le gaz, c'est ce qui nous sert à acheter des céréales et des médicaments et à développer le pays. Donc c'est un jeu qui est parfois un petit peu difficile à comprendre, mais il faut y aller, il faut être de la partie, il faut se défendre. Eh ben, il le faut. Alors, l'un des défis justement auxquels est confrontée l'Algérie est également la désertification. Et moi, je garde toujours en tête des images d'opérations de volontariat ou des opérations menées par les membres de l'armée nationale populaire par rapport à une opération qui portait le nom du barrage vert. Encore une fois, l'Algérie était précurseur en termes de compréhension de l'environnement. Vous savez, en 1992, il y a eu le sommet de la Terre à Rio. Ça fait quand même un certain nombre d'années, ça fait 26 ans. Et l'une des rares conventions à ne pas avoir fait l'objet d'une attention particulière, c'est la convention de lutte contre la désertification. Or, aujourd'hui, les spécialistes s'accordent à dire que le premier mal de la planète, le premier fléau, le premier drame, ce ne sont pas les changements climatiques, mais bel et bien la désertification. Mais comme la désertification ne touche pas la partie nord de la planète, on ne se soucie pas beaucoup. Juste à titre d'indication, il y a 1541 communes en Algérie. 965 sont touchées de manière directe par la désertification. Or, on ne retrouve pas cet aspect de lutte contre la désertification dans beaucoup de discours. Et c'est bien malheureux parce qu'on était précurseurs et quelque part, on a reculé en termes de compréhension des dangers du défi de la désertification. C'est le premier drame de la planète. Il faut mettre en avant les outils pour atténuer, parce qu'on ne peut pas lutter contre la nature, mais on atténue juste les effets. Et juste pour dire merci pour le barrage vert, parce que c'était une épopée digne de très grandes épopées mondiales, à marquer d'une
d'une pierre blanche, parce que le barrage vert a permis d'abord à des jeunes du service national de se connaître. Le jeune d'Ilizi a connu le jeune de Tlemcen et celui de Tébessa a connu le jeune de Béchar. Mais faire une œuvre commune, malheureusement, il ne reste pas grand-chose du barrage vert parce qu'il n'y a pas eu de continuité. On peut reconduire une telle opération? Tout à fait. C'est très facile à faire, hein, en fin de compte. En fait, c'est facile. Pour peu qu'il y ait cette volonté, justement. Il faut qu'il y ait, c'est la volonté qui est la locomotive. Ensuite, il faut mettre en place les wagons dans un ordre bien précis. Il y a de la main-d'œuvre, et honnêtement, il y a la main-d'œuvre carcérale, il y a les droits de l'homme, ok, mais on peut avoir de la main-d'œuvre, entre guillemets, payer bon marché, payer, et peut-être que le jeune qui a commis une bêtise d'ordre moyen, en étant bien accompagné par des techniciens forestiers, il va peut-être aimer le boulot, être recruté par la Direction Générale des Forêts après avoir purgé une peine de manière utile. Pourquoi pas? Tout à fait. Pourquoi pas? Alors, tu nous proposes à présent une petite séquence d'humour, histoire de montrer que même si l'environnement est une question sérieuse, les gens de l'environnement savent aussi rire. On regarde. Péta, تبع عندكم ما عندناش وانتم بتزاي بسمع باسمون تا فاطمة بتبع شاشة شجر طواز تبس عنا تا شاشة بيت تعرف تا كاشي تاع راس بس تا روبي تيجا ويش ما كفا حتات نو حتات ايتار لا حتات هذوك صغار هذوك باش تعرف تاع سبور بس حتات بس بس تا باتي بس ما تا هكا بس هاف تيس فيسي فيها تا تيس فيها بس البلاد ايوا بس لا الانستيزي تعود لسانها طبيب طالب وش خاطرين ما فهمتش شنو هذا؟ هذه نديرها في الدواء. وش كاين داخل وش كاين؟ في كتاب. حرز نحلو حرز وش كاين؟ كتاب هذا. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بالعقل ايه بالعقل وتتني حتى انا دوله ولا يا اختي حتى تبت بالله تعالى على فين وصلوا ولا تاخذ تبع علاش هذا الشيء مريض لا حول ولا قوه الا بالله ما تلفتش خويا ما تلفتش حط ما تقراش حط ما تقراش لا قراها ولا ما يحضرش روح تقرا خديها برا أروى السلام عليكم. Merci vous venez de participer à la caméra cachée. venez madame. Incroyable, hein, c'est... La superstition... le poids de la superstition reste quand même très fort chez nous, y compris dans un milieu, quand on est pharmacien, on a fait quand même des études supérieures, on sait faire la perte des choses, mais
le poids est là. Ah oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Hamid Belkacem, en dehors du travail, il est comment? Tu aimes blaguer, tu aimes rire? Ah bah, j'adore blaguer. J'adore blaguer, j'adore faire des farces. Je suis bon vivant, je suis méditerranéen, je suis algérien. Très bien. Alors, où en est le mouvement associatif, justement, par rapport à la question environnementale? Question difficile. Beaucoup de bonne volonté, absence réelle de mise en réseau pour différents facteurs. Au jour d'aujourd'hui, le mouvement associatif est certes là, mais il est désorganisé. Pour mille et une raisons. Pour être organisé, il faudrait un peu plus de temps. Un peu plus d'argent, mais en ce moment, l'argent fait défaut parce que le pays traverse une crise un petit peu difficile. Donc, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain? Il y a des actions qui sont éparses, mais c'est pas coordonné. C'est pas coordonné. Et c'est pas constructif parce que dans le mouvement associatif, on se doit de se serrer les coudes et de les uns les autres. Vous avez parlé du barrage vert. Vous savez que la radio prépare aussi une opération de plantation d'arbres et le mouvement associatif pourrait intervenir de manière massive. Oui, alors je n'aime pas trop parler politique, mais il faut dire aussi que nos partis politiques, à part lors des campagnes électorales, où ils font l'effort de parler de la chose environnementale, après, mais il y a... Alors, je vais répondre. Pour eux, c'est vraiment pas une urgence, alors que c'est... C'est le désert, mais parce que, j'allais dire très gentiment, qui fait de la politique en Algérie? On est souvent intéressé par autre chose que l'acte politique. Et quand on fait de la politique, soit par incompréhension de l'interaction de l'homme avec son environnement, en confond souvent environnement et hygiène. Or, l'environnement, le développement durable, c'est des choix stratégiques en Algérie. On a très peu vu les partis politiques s'impliquer dans au moins expliquer ce qu'est le gaz de schiste. Pourquoi on va aller vers le gaz de schiste? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça ne l'est pas? Pourquoi est-ce qu'on ne s'orienterait pas beaucoup plus vers les énergies renouvelables? Il y a très peu de débats en termes de politique. Et dans le débat politique, l'environnement et le développement durable est quasiment absent. Et donc, en l'absence aussi de partis verts, écolos, on est proche du zéro, toi. On en a eu quelques-uns au début, lorsqu'il y a eu cette ouverture justement politique, où il y a eu la création de pas mal de partis politiques. Certains ont surfé justement sur cette vague environnementale, mais après... Ils ont dû prendre la mauvaise vague. Donc il y a pas eu, ils n'ont pas su surfer dans le temps parce que l'environnement, c'est aussi de la durabilité, c'est le développement durable. Donc ces partis politiques, s'ils sont intéressés à l'environnement, ils ne se sont pas intéressés à la partie durabilité. Tout à fait. Alors, par rapport à ton choix de film, tu as choisi un film, franchement, merci, parce que j'avais hâte que quelqu'un le choisisse. Alors, il s'agit des Enfants de Novembre, Aoulad Novembre, de Moussa Haddad. On regarde. Les coups d'Alger, demandez les coups d'Alger. Dernière nouvelle, demandez les coups d'Alger. مراد تعرف مولو الطباخ؟ ما نعرفوش. اللي قدام قهوة في نرجي هذاك اللي عنده وليدو علي. نعرفوه. علاش؟ نعطيك واحد الكوا غديهم له. بصح عطيهم وليدو عرفت بالك تعطيهم كاش واحدة أخرى؟ ما تخافش. ورد بالك يطيحوا في يد البوليسية تاع الغاوة. ما تخافش. عاود واش قلت لك؟ قلت لي ادي الكواط هادو عند مول الطباخ وبالك يطيحوا في يد البوليسية. صح. هكا هاي روح
شريف روح. تيجو لو كوستاي مرض وليدي مرض مرض وليدي مرض وليدي مرض أنا يملاك شو أرجل 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 يا برجل ما تخافش مرض راني معاك راني هنا يما راني هنا أنا يملاك مرض تعرف فين تخبي نعرف يا وليدي اللي كنت تخبي فيه حوايجك كنت صغير حطي له Quel film, et puis moi je retiens surtout l'interprétation du petit Abdelkader Hamdi qui interprète le rôle de Morad Ben Safi, le vendeur de journaux. Alors c'est un choix qui rejoint un peu le premier choix, hein, quand on parlait de l'indépendance avec la chanson. Oui, c'est un choix artistique, mais un choix aussi historique. Ouais. Morad Ben Safi, un grand acteur, Allah yarhamou, et aussi les enfants de novembre, parce que je pense que tous les Algériens de 2018 doivent se revendiquer de novembre, parce que ça reste quand même la plus belle, la plus héroïque et la plus glorieuse de toutes les guerres de libération. Et vous savez, on parle d'environnement, de développement durable, novembre, la déclaration du 1er novembre commence par à vous qui êtes appelés à nous juger. Et je ne sais pas, en matière d'environnement et développement durable, si nos enfants demain, de quelle manière ils vont nous juger sur nos choix en matière d'environnement, nos choix et nos stratégies en matière de développement durable. Pour toi, on a laissé, par exemple, bétonner la Mitidja. Pour toi, on n'a pas fait certaines choses qui auraient pu booster l'Algérie dans le cancer des nations en matière de développement durable. Et je ne sais pas, pour toi, comment est-ce qu'on pourrait, par exemple, transmettre ce message de novembre aux jeunes générations, mais sans démagogie et tout en prenant compte, justement, de la réalité actuelle, celle des nouvelles technologies? Est-ce qu'on ne devrait pas adapter ce message, justement, à cette nouvelle réalité? Vous savez, il y a une transmission par les parents ou les grands-parents, par le cinéma. Et je suis un petit peu triste et attristé de voir qu'on ne revisite pas l'histoire de la glorieuse révolution algérienne par le cinéma. Il y a eu une période où il y a eu un certain nombre de films qui ont été faits dans Les Enfants de Novembre, le Charbonnier, L'Opium et le Battant. Et puis il y a eu ce désert cinématographique, parce que l'Algérie des années 70 produisait énormément. C'était l'âge d'or du cinéma algérien. Il y a le cinéma, il y a nous, les médias, parce que les parents sont de moins en moins là, et ceux qui sont là aujourd'hui n'ont pas la faculté de raconter parce qu'ils sont âgés. Et pourtant, c'est un devoir de mémoire pour expliquer et revisiter l'histoire pour les plus jeunes, pour leur
faire tracer un cap vers le développement durable, justement. Très bien. Alors, moi j'ai des images à te montrer d'un film, La 11e heure. C'est un film, ou Le Dernier Virage, c'est un film qui a été produit par Leonardo DiCaprio. Je te montre ces images, je te dirai pourquoi après. There's a fundamental illusion in the world that somehow people are separate from nature. Food is becoming poison. Worse is yet to come. Human beings are the source of the problem. We can be the foundation of the solution. We face a convergence of crises. Industrial civilization has caused irreparable damage. By the middle of the century, there may be 150 million environmental refugees. Not only is it the 11th hour, it's 11:59. I see a world in the future in which we understand that all life is related to us, and we treat that life with great humility and respect. What a great time to be alive, because this generation gets to completely change this world. Our response could very well save this unique blue planet for future generations. Au fait, j'ai choisi ces séquences justement pour te parler de ces célébrités comme DiCaprio, mais avant lui Arnold Schwarzenegger ou Michael Jackson à travers sa chanson Heal the World et tout. C'est des célébrités qui s'engagent justement dans le domaine de l'environnement. Bon, qu'en penses-tu d'abord? Et puis, est-ce que tu ne penses pas que nos artistes, par exemple, pourraient en prendre exemple? Ben, tout à fait, il devrait prendre. Il y a quelques-uns qui essaient, mais parce qu'on est un pays jeune et parce qu'on n'a pas encore très bien saisi toute la complexité et l'importance de l'environnement et du développement durable. En fait, qui dit environnement, développement durable, dit avenir tout simplement, parce que les ressources se raréfient, il faut faire preuve d'ingéniosité pour gérer le présent et préparer l'avenir. Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas inviter, inciter les artistes algériens à épouser la cause environnementale, à se battre, parce que c'est vrai, ce sont des personnalités connues. Moi, j'aurais aimé trouver beaucoup d'artistes aller sur une plage qui est sale, aller sur des projets de route ou d'autoroute et dire que ce tracé n'est pas le bon. Je pense particulièrement à Al-Qala. On aurait pu faire changer le tracé de l'autoroute, desservir des localités et connaître un vrai développement durable de la région. Or, le politique essaie toujours de régler des problèmes d'infrastructure dans l'urgence pour pouvoir répondre à une demande de la population. Mais parce qu'on est pressé, on ne sait pas faire le bon choix. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un contre-pouvoir et les artistes, en matière d'environnement, peuvent faire du lobbying et être ce contre-pouvoir. Par rapport au projet justement de Al-Qala, vous m'avez dit maintenant que c'est fait, il y a toujours moyen de, à la limite, atténuer ces... Il y a toujours moyen. Vous savez, on peut donner... Tu m'as parlé d'une expérience en Afrique du Sud. Vous savez, on fait toujours pourquoi Al-Qala? Al-Qala, d'abord, il y a une violation des lois de la République. Le parc national d'Al-Qala a été créé par décret présidentiel. Donc, par respect aux institutions du pays, on se doit d'essayer de trouver des moyens d'atténuation. On parle Al-Qala parce que c'est un parc qui peut drainer beaucoup de visiteurs et parmi ces visiteurs, beaucoup de chercheurs. C'est le parc le plus grand, le plus vaste, le plus beau, mais surtout le plus riche en matière de biodiversité de tout le bassin méditerranéen. Peut-être que les solutions médicinales, mais surtout médicales, les nouveaux médicaments peuvent trouver leur solution au niveau du parc national d'Al-Qala. En termes d'écotourisme, il y a quelques petites dizaines de millions de dollars à récupérer annuellement en invitant des touristes étrangers, comme le fait si bien l'Afrique du Sud à travers le parc national du Kruger. Vous savez, le parc national du Kruger, il n'y a pas d'autoroute. Il y a une piste en terre battue. C'est une piste qui est ouverte et dans laquelle circulent des gens, plus de 3-4 millions de visiteurs, dont plus de 2 millions de touristes par an, qui ramènent beaucoup de dollars à l'Afrique du Sud. Mais dans le parc national du Kruger, cette route, qui est tout simplement en terre battue, il est interdit de circuler à plus de 60 km/h et il est interdit d'y circuler le soir. À la nuit tombée, on ferme cette route pour ne pas
à causer de désagréments à la nature, les gaz d'échappement, mais aussi à la faune qui a besoin de se reposer. Tout à fait. On a fait un petit peu le contraire de l'Afrique du Sud. On a mal compris les impératifs du développement. Il fallait faire une autoroute qui puisse aboutir aux frontières Est, desservir la Tunisie, avoir des échanges touristiques et aussi économiques, mais la faire passer par le parc national d'El Qala, honnêtement, c'est une grosse bêtise. Oui. Alors, c'est tellement passionnant. Tu parles de l'environnement comme personne d'autre ne sait le faire. Et le temps passe très vite. Donc, pour parler justement de l'environnement à l'international, on parle des COP 20, 21, 22, c'est des chiffres qui se suivent et qui pratiquement se ressemblent. Où en est la question environnementale de nos jours, surtout avec les climato-sceptiques? C'est une question d'intérêt. Vous savez, aujourd'hui, le monde se développe. Et dans ce monde, il y a une guerre vers les qui est leadership. Quand on voit ce qui se dit dans ces conférences, comment ces conférences sont rapportées, quelle information est destinée au grand public. Un petit exemple peut-être pour illustrer ce que je dis. On parle de première puissance au premier pays pollueur de la planète, on vise directement la Chine. C'est vrai. Mais on oublie souvent de dire que par tête d'habitant, ce n'est pas le citoyen chinois qui pollue, mais c'est bien bel et bien le citoyen américain. Que le citoyen américain, la production de carbone est de 15 fois supérieure à celle du chinois et que l'européen, c'est au moins 5 fois supérieur au chinois. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle d'indice de développement, on rapporte toujours par tête d'habitant. Quand on parle de progrès, quand on parle de maladie, quand on parle de consommation, c'est toujours 2 kg de sucre par an par habitant. Mais quand on parle d'environnement... c'est toujours la Chine. Donc, c'est juste pour illustrer que c'est une question de leadership. Les choix technologiques, on nous impose des normes. Vous savez, certaines normes, c'est un néocolonialisme. On dit qu'il faudrait aller vers les énergies renouvelables. Certes, qui détient le savoir? Quand la Chine est parvenue à produire de manière low cost, à très bon marché, des panneaux photovoltaïques, on les a taxés. On leur a interdit l'accès au marché européen. Aujourd'hui, dans le concert des nations, quand il y a ces grandes rencontres écolo-politiques, on vous dit, oui, il faudrait éviter de brûler du bois et tout. Mais vous savez, quand on habite un petit village dans un pays de l'Afrique du centre ou subsaharienne, quand on n'a ni eau, ni électricité, on ne sait même pas ce que c'est qu'Internet ou la télévision. Et quand on vous dit, ah non, c'est le petit arbuste qui va faire impacter négativement le climat mondial, c'est très difficile à comprendre, hein, croyez-moi. Et donc, il y a des intérêts d'abord économiques, il y a des intérêts de leadership, ensuite l'environnement arrive après. Même si les données aujourd'hui font que notre modèle de développement est un petit peu dangereux. Mais il faudrait ne jamais oublier qu'il y a des pays à responsabilité historique. La révolution industrielle n'est pas née dans un pays de l'Afrique subsaharienne. Elle est née là où aujourd'hui on nous dit que notre avenir est commun, il est lié et que tout le monde doit mettre la main à la poche. Exactement. Vous savez, quand vous avez une ville comme Las Vegas qui consomme autant d'énergie que tout le continent africain, ça vous donne à réfléchir. Tout à fait, tout à fait. Mais bon, je sais une chose, c'est que les gens qui sont dans le domaine de l'environnement sont des gens toujours positifs. Donc tu restes positif quand même, optimiste, même si le combat ne fait que commencer en quelque sorte. À la base de l'environnement, il y a la vie. Et quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Tout à fait. On est positif parce qu'il faut y croire. Il faut croire en l'homme d'abord, parce que c'est lui l'acteur du changement. Il faut croire en la jeunesse, à ceux qui arrivent. Et il se trouve que ceux qui arrivent, contrairement à notre génération, on a failli, il faut le dire, on a failli de manière, j'allais dire, lamentable. Mais ceux qui arrivent sont beaucoup plus empreints d'environnement, de développement durable. Donc je pense qu'il y a de l'espoir. Il faut juste leur ouvrir les portes, certaines portes, pour qu'ils puissent s'exprimer librement, et surtout être acteurs de leur avenir. J'espère qu'ils tireront des leçons de nos échecs à nous.
Mais dans l'histoire des générations, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. L'histoire, c'est des échecs. Et... Je pense que le jour où on mettra l'économie au service de l'homme et non par l'inverse, on aura fait un grand pas. Tout à fait. Alors, un dernier mot peut-être, Hamid? Parce que c'est déjà passé. C'est déjà, ça passe très vite. En fait, l'environnement, c'est réellement l'affaire de tous. L'environnement commence dans la cellule familiale. Il commence aussi dans le quartier, dans l'école, dans la mosquée. Ouais, c'est réellement l'affaire de tous. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, je suis un petit peu parfois chagriné, parfois positif. Il y a des éléments positifs quand on voit des jeunes qui s'investissent, qui vont aller dans le sud algérien et tout. Vous savez, on est le pays le plus vaste d'Afrique. Et quand j'en vois des décideurs politiques dire qu'il y a un problème de foncier, je me pose des questions. Il y a des problèmes de foncier au Paradou, à Hédra, peut-être à Oran, mais il n'y a pas de problème de foncier à Hassi Bahbah, à Ilizi ou un peu... Vous savez, quand on va à Tamanrasset et quand on voit qu'il y a encore 700 kilomètres pour arriver aux frontières maliennes, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'on est un grand pays, il y a beaucoup de ressources, et la meilleure ressource, c'est la ressource humaine. Et donc, quand on met en équation tout cela, je pense que l'histoire de l'Algérie s'écrira aussi à l'avenir. Inch'Allah. Avant de terminer, si tu permets, moi j'ai des images aussi à proposer. Ce ne sont pas tes images, mais c'est moi qui les ai choisies, je te dirai pourquoi. On regarde ces images. Au fait, c'est juste pour dire que sans aucune démagogie, wallah, que nous avons un très beau pays, alors sachons en prendre soin. Merci encore une fois, Hamid. Merci à toi. Franchement, hein, j'ai pas du tout regretté de t'avoir invité parce que franchement, c'était une qa'da très sympathique, mais surtout très instructive. J'espère que nos téléspectateurs ont aussi apprécié. Tu reviens quand tu veux, Hamid. Merci, tout le plaisir était pour moi. Merci, Halim. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah. On se quitte avec une très très belle chanson de Souad Massi, Yarawi, choisie toujours par notre invité et ami Abdelhamid Belqsam. Salam. حكي الراوي حكي حكايه
تنقص من عندك كي يشفى على بالك